Alors, ça y est, ça enregistre. Et nous allons reprendre avec la suite des exercices. Donc, le 23, sur l'exploitation du théorème de l'énergie cinétique. Après, on fera le 25, le 28, le 30, le 31, le 33 et le 31. Alors, on est parti. On commence par le 23. Est-ce que... Ouais, si je pouvais faire un partage d'écran. Alors, on va essayer de faire quelque chose. Ça avait bien marché la dernière fois avec une autre classe, et si ça marche, mais parfois ça me fait déconnecter. Donc vous inquiétez pas, je me reconnais, ça prend un peu de temps, mais j'ai envie d'essayer ça en fait. Donc nous allons faire un partage d'écran. Et je trouve le bouquin livre scolaire. Là, ça bug. Alors attention, partage d'écran. Ça va couper ma webcam normalement. Et ça devrait faire afficher mon écran. Donc démarrage du partage d'écran. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ok, pour le moment ça marche. Là normalement vous voyez mon écran et je vais pouvoir passer à ça. Donc théoriquement, vous êtes censé voir l'exercice. Ça marche? Là, non. D'accord. Ah, certains oui. Donc Mathis ne marche pas. Ok. Bon, c'est juste pour, on fera juste ça pour l'affichage d'exercice, et après je repasse en mode webcam pour la correction. Mais c'est pas une caméra active, tu dois voir, Mathis, simplement le recopiage de mon écran. Donc là, ce que tu dois voir sur ton écran, normalement, c'est l'énoncé de l'exercice 23. Bon, tu l'as l'exercice 23 à côté de toi sur ta tablette ou je sais pas? Alors ça va, c'est la même chose. Donc ici, type de l'exercice 23, exploiter le théorème de l'énergie cinétique. Je vous rappelle ce qu'est le théorème de l'énergie cinétique. C'est que la variation d'énergie cinétique est égale à quoi? À la somme des travaux des forces conservatives. D'accord? Non, EC plus EP, ça c'est simplement la définition d'énergie mécanique. Donc le théorème de l'énergie cinétique, c'est bien de dire que la variation d'énergie cinétique d'un système, elle est égale à la somme des travaux des forces conservatives qui s'appliquent sur ce système. Donc ici, on vous parle de l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h, qui a été mise en place en juillet 2018, a permis de diminuer l'énergie cinétique des véhicules légers de quelques dizaines de milliers de joules. Donc on va demander, à tous les coups, on va vouloir vérifier. Donc on calcule la variation d'énergie cinétique lorsqu'on passe pour une voiture d'une tonne de 90 km/h à 80 km/h. On va regarder le travail du poids, puisque le poids est une force conservative. Et en supposant que la distance de freinage soit de 41 mètres à 90 km/h, détermine le travail, puis la valeur des forces de frottement supposée constante lors du freinage, en déduire la distance de freinage. D'ailleurs, j'ai une grosse bêtise sur le théorème de l'énergie cinétique, c'est simplement que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces. La somme des travaux des forces non conservatives, c'est égal à la variation de l'énergie mécanique. On va la réécrire tranquillement. Alors, on va réessayer d'enlever le partage d'écran. Et c'est en général, c'est là que ça bug. Donc si je déconnecte, ne vous inquiétez pas, je reviens. Fin du partage d'écran.
Normalement, je suis de retour et vous devez tous voir. Ouais, miracle. Il y a eu un upload du logiciel, donc à mon avis, ils vont corriger les bugs. Alors, on y va. Alors, c'est l'exercice 23, donc page 300. Donc, les données du problème simplement passent de 90 à 80 km/h. Et ce qu'on demande dans la première question, c'est le calcul de la variation d'énergie cinétique en passant de 90 km/h à 80. Donc, ce qu'on veut, c'est calculer delta EC. Delta pour tout ce qui est variation entre deux points de votre système. Et EC pour énergie cinétique. Donc, on a juste à dire que delta EC, ça va être l'énergie cinétique lorsqu'on est à 90 km/h. Alors, final, on va plutôt passer à 80 km/h, puisqu'on commence par le final moins l'initial, moins l'énergie cinétique initiale, qui était à 90 km/h. OK? Ce qui nous fait que delta EC égale à 1,5 de m v final au carré, moins 1,5 de m v initial au carré. Et donc, ici, vous avez un facteur commun. Toujours, vous pouvez laisser l'expression telle qu'elle, il n'y aurait pas de souci. C'est préférable de toujours factoriser par les termes qui sont factorisés. Vous pouvez factoriser par 1,5 de m, facteur de vf carré, moins vi carré. Alors, l'erreur que vous commettez fréquemment. Ça, vous savez l'écrire correctement, il n'y a pas de souci. Et par contre, c'est dans le calcul, quand vous utilisez la calculette, vous oubliez de mettre au carré. Donc ça rend un résultat tout faux. Faites attention à ça. C'est vraiment la seule erreur qui est assez récurrente pour des problèmes. Puisque ça, c'est aussi dans le programme, dans l'ancien programme de premier. Donc on fait notre application numérique. Et on va avoir. Alors la voiture, elle fait 1 tonne. Quelle unité est-ce que je vais utiliser pour la masse? Kilo. Parfait. Donc 1 tonne, c'est 1. Oh, on va mettre 1000. C'est 1000 kilos. VF moins VI carré. Là, on a la vitesse qui vous est donnée en km/h. Il faut la convertir en quoi? Mètres par seconde. Alors, exactement là, on divise par 3,6. D'accord? Et là, il faut faire gaffe. La vitesse au carré. Donc, ce qu'on va écrire, on va écrire correctement. Vitesse, on est à 4, en finale, on est à 80. Divisé par 3,6. Le tout doit être au carré. Moins, initialement, on a 90. Divisé par 3,6. Le tout au carré. Alors, on y va. Ça va nous donner une variation d'énergie cinétique. Donc, 1000 divisé par 2, c'est 500 direct, multiplié par 80 sur 3,6 au carré, moins 90 sur 3,6 au carré. Et ça nous donne moins 6,6 10 puissance 1, 2, 3, 4 et l'unité de l'énergie joule. Alors, est-ce que le signe négatif est logique? Première question. Est-ce que c'est normal qu'on ait un signe négatif pour l'énergie, la variation de l'énergie cinétique? Exactement. La vitesse a diminué. Comme la vitesse a diminué, nécessairement, on perd de l'énergie cinétique. Alors, cette énergie cinétique, normalement, si on regarde une variation entre 90 et 80, si la voiture roule à 90 qu'elle passe à 80, cette énergie doit partir sous une autre forme. Sauf que là, c'est
pas vraiment ce qu'on regarde, puisque c'est si on roule à 90, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde à 80, qu'est-ce qui se passe? Voilà pour la première question. Alors, que vaut le travail du poids de la voiture dans le cas d'un déplacement sur une route horizontale? Alors ça, il y a... C'est bizarre parce que... 10 puissance 4, vous avez le même calcul que moi, ou c'est 10 puissance 5 que vous avez? Je ne suis pas tranquille. Pour mes cas. Non, c'est 4. Bon, alors pas. Bon, nickel. Alors, deuxième question. Que vaut le travail du poids lors d'un déplacement sur une route horizontale? Donc là, ce que je vous disais, il y a deux méthodes pour répondre à cette question. Soit la méthode physicienne, on raisonne, soit la méthode purement mathématique. On va faire les deux. Tout bête. Alors, travail du poids. Note W P sur un chemin AB. Alors, ce qui est important, c'est qu'on vous dit bien que la route est horizontale. Donc, vous avez votre voiture. Désolé pour mes dessins, c'est toujours aussi nul. Ah, vous avez votre voiture. Qui part d'un point A vers un point B de façon horizontale. Alors, vous voulez commencer par quoi? La méthode physicienne ou la méthode purement mathématique? Exactement. Dites-moi, on va faire les deux. Allez, une méthode physicienne. Alors, méthode 1. Là, c'est assez simple. Tant que la voiture, donc c'est plus rédactionnel, on va dire. Tant que la voiture est sur une route horizontale, le travail du poids est nul. Le poids est perpendiculaire au déplacement. Ainsi, WAB du poids est égal à 0. Donc plus textuel. Si on regarde la deuxième méthode, ben là on va passer plus du point de vue mathématique. Et donc on va utiliser la définition du produit scalaire. Et là encore, il y a plusieurs méthodes possibles. Soit vous passez par les coordonnées. Donc on peut prendre un axe de coordonnées x, y, c'est comme ça, on est d'accord. Alors, méthode 2. Là, on va utiliser le fait que dans le repère qu'on a utilisé, P, les coordonnées, c'est 0 en X, et ça va être moins M en Y, et le vecteur AB, ben lui, ça va être B, A, YB, moins YA. Et que vaut YT moins YA? Exactement, puisqu'on reste au même niveau, il n'y a pas de variation d'ordonnée, donc ça, c'est égal à 0. Après, vous appliquez par définition, vous dites que W, le travail du poids sur le parcours AB, c'est égal à P
scalaire AB, c'est-à-dire, moi j'aime bien les écrire comme ça en colonne de vecteurs. Vous pouvez les écrire en ligne, il n'y a pas de souci. Scalaire xb moins xa 0. Donc c'est égal à 0 fois xb moins xa moins mg fois 0, c'est-à-dire 0. J'ai pas de méthode favorite, j'avoue que je préfère la méthode mathématicienne, parce qu'au moins c'est clair, c'est précis. Maintenant, si vous me faites la première méthode, avec un raisonnement, et que vous dites bien que les deux vecteurs étant perpendiculaires à n'importe quel instant de déplacement, bah forcément le travail du poids sera mieux. D'accord ? Faites gaffe aux notations, parce que je sais que ça, actuellement, c'est là un peu où vous pêchez. Le travail, c'est un scalaire, c'est-à-dire un nombre, donc il n'y a pas de flèche au-dessus, mais c'est le travail d'une force. On n'oublie pas de marquer la force, entre parenthèses. Et on précise toujours sur quel chemin on suit. Sauf ça, c'est quelque chose, j'insiste, il faut vraiment que vous preniez de la rigueur sur vos notations. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de ne pas mélanger toutes les données que vous allez avoir à la suite. Pour ceux qui vont aller en terminale spécialité, vous allez voir, on va avoir beaucoup d'expressions littérales. Donc si vous imposez pas une discipline, une rigueur dans vos expressions littérales, en sachant à quoi correspond chaque terme, vous risquez de vous emmêler des pinceaux. Et pour avoir l'esprit clair en physique et en chimie, il faut vraiment absolument prendre le temps de faire des notations spécifiques. Donc ça, c'est pour la question 2. Alors, en supposant que la distance de freinage soit de 41 mètres à 90 km/h, déterminer le travail puis la valeur de la force de frottement lors du freinage. En déduire la distance de freinage à 80 km. Alors, comment on va faire Bon, le titre c'est Exploiter le théorème de l'énergie cinétique. On n'a toujours pas parlé du théorème de l'énergie cinétique, donc je pense que c'est le moment de l'utiliser. Je peux effacer à droite, je ne suis pas demandé. Ouais. Alors, question 3. Comment je vais intituler ça? Donc, il y a deux questions. Travail de la force de frottement et distance de freinage. Donc, 3. On va commencer par le calcul de travail sur le parcours AB de la force de frottement. En général, on note petit. Alors là, la méthode, elle est importante. Parce que c'est toujours comme ça qu'on va utiliser ce théorème de l'énergie cinétique. Par application, comment on va rédiger ça? Par définition. Non, ça ne va pas. D'après, on va plutôt dire. D'après le théorème de l'énergie cinétique. Comme ça, on commence par poser les bases du cours. Delta EC, qu'on vient de calculer en fait à la première question, c'est égal à la somme des travaux sur le parcours AB de toutes les forces qui s'appliquent sur le système. Alors, grand F, c'est, si vous voulez, la résultante des forces. Toutes les forces qui s'appliquent sur le système. Somme de grand F. Enfin, c'est bon, je peux effacer à l'étape 1. J'arrive à nettoyer ce tableau, ça veut dire qu'il y a ça.
Sur votre système, comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique? Bon, déjà, vous avez déjà calculé delta EC. Maintenant, il faut que vous calculiez les autres forces, les autres travaux de force. Donc, pour faire ça, on a besoin de faire quoi? En fait, on n'a pas calculé, là, je suis bête, delta EC. Pas de même. Alors, calculer la force de frottement. Est-ce qu'on a ça? Comment tu pourrais... Alors, c'est vrai, ce serait une solution, hein, Clémentine. Maintenant, comment tu pourrais avoir accès à la valeur de la force de frottement? Je prends ton hypothèse, ok, qui est cohérente, hein, bien entendu. Maintenant, comment je vais faire pour calculer cette valeur de force de frottement? En plus, vous n'avez aucune formule qui vous donne les forces de frottement. Mis à part, quand je vous en donnais une cette année, c'était moins K fois la vitesse. Sauf que là, la vitesse, elle diminue. Et ça veut dire que quand le véhicule ralentit, la force de frottement diminue. Or, on vous dit que la force de frottement est constante. Une force de freinage est une force constante. Donc, c'est pas la bonne méthode. Pas de doute. Et non. Et non. Et justement. Alors, oui, ça va être égal à ça. Sauf que c'est pas F qui est égal à la variation d'énergie cinétique. C'est la somme des travaux de force qui est égale à la variation d'énergie cinétique. D'accord, alors? Voilà. Soit. Donc, je suis OK. C'est vrai que tu pourrais, suite à la variation d'énergie cinétique, tu pourrais avoir le travail. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système? C'est comme ça. Et il n'y a que le poids et la force de frottement. Vous en oubliez une. Alors, c'est sûr, elle n'aura pas trop d'importance, mais le poids, le frottement et la réaction du support, exactement. Mais bon, comme la réaction du support, elle est comment par rapport quelle est sa direction? Elle est toujours comment? Perpendiculaire au sol. Donc comme c'est perpendiculaire au sol, c'est perpendiculaire au déplacement. Donc le travail de la réaction. Exactement. C'est bien. Et tout ça, il faut le rédiger. D'accord? Il faut mettre toutes ces étapes. C'est ça qu'on vous demande dans les épreuves de bac, au final, dans les épreuves de problème, c'est vraiment de mettre toutes les hypothèses, de tout travailler et de ne pas oublier de choses. Alors, on va d'abord faire un bilan des forces. Les forces qui s'appliquent sur le système de voiture. Sont. On n'est pas obligé de faire un bilan des forces détaillé. Il y a le poids et la réaction du sol. On va l'appeler Rn. Et les frottements. Donc, on peut écrire ainsi. Vous avez que la variation d'énergie cinétique est égale à quoi? Le travail sur AB du poids plus le travail sur AB de Rn plus le travail sur AB de la force de frottement. À la question 2, là on a vu que c'était 0. F, question 2. Et là, c'est aussi égal à 0, car Rn est perpendiculaire à AB. Donc au final, vous avez juste que la variation d'énergie cinétique est égale au travail des forces de frottement. Est-ce que ça va pour le moment?
quand vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur en fait. Maintenant, il va falloir comprendre à quoi correspond delta EC. Est-ce que le delta EC correspond à ce qu'on a calculé à la question? Cool, Quentin. Alors, est-ce que delta EC correspond à ce qu'on a calculé à la question? Pas de réponse. Bah alors, on avait que delta EC 10 puissance 4 sur... Non, en effet, ce delta EC, c'est simplement la variation d'énergie cinétique qu'on avait en passant de 90 à 80 km/h. Ici, on est sur une distance de freinage. Donc, vous roulez à 90 km/h et vous freinez. Vous freinez, ça veut dire quoi? La distance de freinage, comment vous la caractérisez en fait? Du point de vue de la vitesse, de la variation de la vitesse. La distance, on perd de la vitesse. Alors, je suis d'accord. Plus précisément, exactement à niveau, qu'on passe de 90 km/h jusqu'à l'arrêt total. D'accord? La distance de freinage est caractérisée par le fait que vous êtes à une certaine vitesse jusqu'au moment où vous arrêtez. À partir du moment où vous mettez le pied sur le frein. D'accord? Donc, comment je vais écrire ça? On écrit la distance de freinage correspond à la distance nécessaire pour passer d'une vitesse V initiale, d'accord, à l'arrêt complet. Cet arrêt complet, il est caractérisé par VF est égal à 0 m/s. Et donc au final, vous allez avoir un demi de n VF carré moins un demi de n de i carré qui est égal à quoi? Alors il nous demandait quoi? Le travail, donc juste W AB de la force de frottement. Et comme ça c'est nul, ben, tout ça c'est égal à 0. Ce qui nous permet d'avoir comme expression littérale pour le travail de la force de frottement, c'est moins 1 demi de m VI au carré, dans ce cadre-là. Quel sera le signe de moins 1 demi de mvi carré? C'est positif ou c'est négatif? Ah, alors, il mettait quoi en dessous du travail de P? 0. La question 2. Alors, quel est le signe de moins 1 demi de mvi carré? Vous êtes... alors, Laure, je suis d'accord. Léo, je suis pas d'accord. Mais explique-moi pourquoi tu as pensé que c'était positif. C'est important de comprendre ça. Ah oui, justement. Le carré est positif, la masse est positive, mais un demi c'est positif, mais un signe moins devant. Donc au final, tous les termes sont positifs, mais comme c'est pondéré par un signe négatif, l'ensemble est négatif. C'est bon, Léo?
Voilà, ça c'est le genre d'erreur qu'il va falloir que vous évitiez pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors donc ça veut dire que le travail de la force de frottement est négatif. Est-ce que ça semble logique? Pourquoi? Alors, Clémentine, pourquoi ça ne semble pas logique? Une force de frottement, est-ce qu'elle participe au mouvement ou est-ce qu'elle s'oppose à l'établissement du mouvement? C'est ça qu'il faut se poser. Exactement. Une force de frottement, par définition du frottement, ça empêche le système d'avancer. Donc ça s'oppose au mouvement. Si ça s'oppose au mouvement, ça veut dire qu'une force de frottement est une force motrice ou résistive. C'est une force résistante. Exactement. Donc, comme c'est une force résistante, son travail sera négatif. Donc, tout ça, ça semble cohérent, tout ce qu'on a. Et si vous avez toutes ces idées en tête à chaque fois, c'est très bon à écrire des équations. On peut très bien résoudre ce type d'exercice en apprenant les formules par cœur, mais on ne comprend même pas ce qu'on fait. Mais ce n'est pas l'intérêt. Le but, c'est à chaque fois que vous regardez, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que j'étudie? C'est ça, faire de la physique. C'est pas simplement faire des équations les unes à la suite des autres. Alors, on n'a plus qu'à faire notre application numérique. Donc, W A V de la force de frottement, ça va être moins 1,5, la masse Newton, 1000 kg, et la vitesse initiale est à 90 km/h, donc 90 divisé par 3,6 le au carré. On prend la calculette. Alors, moins 0,5 fois moins 0,5 fois 1000 fois 90 sur 3,6 au carré, moins 3,1 10 puissance 1. C'est ça qui m'embête. Tout à l'heure, c'était bien 10 puissance 5. Pas 10 puissance 4. Je dois refaire, j'ai fait une bêtise, je pense. Je refais le calcul de delta de C1 parce que là, on a bien 10 puissance 5. Alors, je refais mon calcul de tout à l'heure. Donc, ça me fait 80 sur 3 au carré, moins 90 sur 3 au carré. Ça, comme j'avais 4. Au moins, après, c'est vu. J'avais un problème d'ordre de grandeur, mais non, apparemment, c'est ça. Donc, rien à dire. Donc là, on a répondu à la première partie de la question. Alors, on a calculé le travail de la force de frottement. Et le but, c'est à partir de ça, en déduire la distance de freinage à 80 km/h. Là, c'est un petit peu plus dur. Ah non, déterminer le travail, puis la valeur des forces de frottement. Pardon. Donc là, il faut la valeur des forces de frottement. Je peux y passer à gauche. Oui. Oui. Allez. Donc, deuxième partie de la question. Calcul valeur de F. Donc, quand je dis la valeur de
F avec une flèche, c'est la norme du vecteur F. Bon, bah comment on ferait? Comment on peut faire ça? Sachant qu'on va sûrement se servir de ce qu'on vient de faire. Alors, aucune idée. Vous venez, là, voilà, ça c'est de la logique maintenant. Vous venez de répondre à une question. On vous a fait calculer quelque chose, le travail de la force. Ensuite, on vous demande l'expression de la force. Quel est le cheminement logique de pensée que vous devez avoir pour relier ce que vous venez de faire avec la nouvelle question? Qu'est-ce qui lie le travail de la force et la valeur de la force? On a le travail et la distance. Exactement, Clémentine. Donc on utilise la définition du travail de la force. Par définition, WAD de F est égal à F scalaire AD. D'accord? On refait notre petite voiture. Hop, hop, alors, tac, tac. Là, A, B. Alors, ça, on va appeler D. D'accord? Comment est la force de frottement? Comment est le vecteur force de frottement? Comment on décide là-dessus? Sens opposé. Alors, D, j'aime pas trop parce que c'est une distance. Et tu me dis sens opposé au vecteur AB, je préfère. C'est plus précis. Ou au sens opposé du déplacement de la voiture. Parce qu'au sens opposé de la voiture, pareil, il manque un terme, ça ne veut rien dire. Soyez précis dans vos explications. Donc pour Quentin, même direction mais sens opposé. Laure, très bien. Alors Laure, non, pas vers B, justement. La force de frottement, elle a l'autre sens. Puisque la voiture se déplace de A vers B, la force de frottement, elle s'oppose au déplacement, donc au contraire, elle est dirigée de B vers A. Le mieux, c'est au sens opposé à la voiture. Donc votre force de frottement, si vous la dessinez, hop, ressemble à ça. Donc ce que vous pouvez dire, c'est que le vecteur AB et le vecteur F, AB et F, sont opposés. C'est-à-dire qu'ils forment un angle de combien entre eux? Parfait. Donc, l'angle entre F et AB est égal à 180 degrés. Donc, WAB de F, c'est la norme de F fois la norme de AB, donc D, multiplié par cosinus de 180. Et cosinus de 180, ça vaut ok, Lucas. Moins 1, parfait, ça, c'est moins 1. Et donc, au final, on a WAB de F qui est égal à moins FD, qui vous permet de trouver que la valeur de F, le travail de la force de frottement, c'est ainsi moins divisé par en deux freinage. On a tout à calculer. Implication numérique. F est égal, donc ça nous fait moins 3,1 105. Ça, c'est les résultats de ce qu'on a fait avant.
Et ça freine sur combien? Ils disent quoi? 41 mètres. Donc vous avez juste à diviser par 41. Alors, calculons. Déjà, le résultat, il sera de quel signe avant même de faire les calculs? Positif. De toute façon, la norme d'une force, c'est forcément positif. Donc, vous avez un résultat négatif, c'est que vous avez fait une erreur. Et j'ai trouvé, 7,6. 10 puissance 3. C'est quoi l'unité d'une force? Allez, ta copette, là, c'est quoi les Newton, parfait. Et hop, voilà l'expression de notre force. Donc ça, c'est la force de frottement à partir du moment où le bonhomme il appuie sur le frein. D'accord? Et donc quand il appuie sur le frein qui roule à 90 km/h, ben, avec cette force de freinage, il lui faut 41 mètres pour s'arrêter. La question maintenant, c'est au lieu de rouler à 90 km/h, il va rouler à 80 km/h. Il a la même voiture, la même force de freinage. Quelle va être la nouvelle distance de freinage? En théorie, si on va moins vite, forcément la distance de freinage va être plus courte. Et on veut voir justement quelle est la valeur ajoutée de faire baisser la vitesse de 90 km/h à 80 km/h. Et donc, on va vite le voir, c'est simplement de baisser de façon conséquente, de diminuer la distance de freinage. Est-ce que je peux effacer le tableau de gauche pour répondre à cette dernière question? Ben non, de gauche, parce que de droite, c'est la fin de la réponse. Oh la vache. Marel, il confond même la droite et la gauche. On est foutu. Alors, on déduit la distance de freinage à 80 km/h. Distance de freinage à 80 km/h. Alors, je pense que vous avez vu ce chapitre, je prends vachement de temps pour le faire. Pourquoi? Parce que l'an prochain, il va être très important. Ça va vraiment être un des chapitres clés pour tout ce qui va être études énergétiques. Et j'aurai pas le temps de reprendre toutes les bases. Donc, je préfère prendre mon temps cette année. Et on reverra des choses. Mais vraiment, je veux que vous vous souveniez de tous ces théorèmes, etc., tout ce qu'on est en train de voir. Bon alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On veut trouver la distance de freinage. Bon, en fait, pas très compliqué. Puisque on va appliquer la même force, la même valeur de force de frottement, qu'est-ce qu'on va pouvoir... le travail de cette force de frottement sera la même, mais sur une distance plus courte. Tout bêtement. J'aime pas comme c'est dit. Oui. Alors, comme on repart de la même définition. WAB de F est égal à moins FB. Alors, cette fois-ci, on va faire D. On va pas les mettre comme ça. Non, pardon. Et delta EC
égal à WAV de F. Ça, c'est ce qu'on avait montré par le théorème de l'énergie cinétique. On a directement le fait que delta EC est égal à 1 demi de M VF carré moins 1 demi de M VI carré est égal à moins F. Or, qu'est-ce qui change en fait par rapport à tout à l'heure? Ça, c'est toujours égal à 0 car on arrive à l'arrêt. Mais c'est la valeur de VI qui va être modifiée. Donc ce qu'on a, c'est simplement que V, ça va être M VI carré sur 2. Donc la distance de freinage, on voit que pour une force constante, la masse de la voiture étant constante, elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc si on double la vitesse, comment évolue la distance de freinage? En doublant sa vitesse. Alors, j'ai cette expression. D'accord, je vais retirer d'ici. Comme la vitesse finale, on va être à l'arrêt, ça devient égal à 0. Je roule à une certaine vitesse. C'est égal, on l'a montré avant, au travail de la force de frottement qui est égal à moins SD. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la distance de freinage CD. Donc j'isole simplement en faisant passer F de l'autre côté. Ça me donne MVI carré sur 2F. Ma question, c'est... Je vais y arriver. Comment évolue la distance de freinage lorsque je double ma vitesse? J'ai pas juste une nouveau flou là. Ah oui, elle augmente. Mais Alice, ce que je te demande, c'est elle augmente dans quelle proportion? C'est là aussi que j'aimerais développer votre sens physicien. J'ai cette expression. M et F sont des constantes. On a bien dit que la force de frottement était constante, que la masse de la voiture ne va pas perdre de masse sauf si le conducteur saute de la voiture en pleine marche, mais bon, ça m'étonnerait, ou un passager. Il n'y a que VI qui change. D'accord? VI, par exemple, je double. Je passe de 50 km/h à 100 km/h. Comment évolue la distance de freinage? Est-ce qu'elle double? Est-ce qu'elle triple? Est-ce qu'elle quadruple? Est-ce qu'elle quintuple? Voilà, c'est ça la question. Numériquement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh non. Ça le piège. Elle doublerait si la distance de freinage était proportionnelle à VI, à la vitesse. Je serais d'accord. Si c'est proportionnel, si tu doubles une quantité, forcément la quantité reliée double également. Mais là, la distance de freinage n'est pas proportionnelle à V. Elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc, si la vitesse double, que fait la distance de freinage? C'est un point clé, ça. Vraiment, j'insiste. Oula, elle triple. Alors celle-là, je pensais pas qu'on allait mettre là-dessus. Non, elle ne pas tripler. En effet, elle quadruple. Alors, pourquoi elle quadruple? Puisque si je prends une nouvelle vitesse, qui est égale à 2 fois la vitesse initiale, on va le faire. Je vais vous dire. Ce sera plus simple pour comprendre. C'est pas exactement ce qu'on aurait dans les montré, mais je pense que c'est important. Si VI double, ce qu'on va avoir, c'est une nouvelle distance que j'appelle V' qui va être égale à M multiplié par 2 VI au carré sur 2F. D'accord, ma vitesse a doublé, donc j'ai 2 fois la vitesse que j'avais au départ. Et ça, je peux l'écrire comme étant 2 au carré, ça fait 4, fois M VI
VI carré sur 2F. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est ma distance de départ. Donc on a bien dp qui est égal à 4. Donc en doublant ma vitesse, je quadruple ma distance de freinage. Et si je triple ma vitesse, que fait ma distance de freinage? Sixtuple? Non. Multiplié par 9, parce que 3 au carré est égal à 9. D'accord? Etc., etc. Voilà, ça c'est... Elle n'était pas posée, hein, cette question, mais je pense que c'est important que vous ayez ce genre d'idée et ce genre d'interprétation des formules mathématiques que vous écrivez. Écrire une formule, c'est très bien, savoir l'interpréter, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est ça qu'elle veut dire, cette formule. Lorsque la vitesse augmente, la distance augmente au carré. Donc, en doublant la vitesse, je quadruple la distance. Si je triple ma vitesse, je multiplie par 9 la distance de freinage. Donc, au final, on a tout à calculer. Donc, ça, c'était une parenthèse. Hein. On va faire notre application numérique. Donc, la distance de freinage à 80 km/h, c'est notre tonne de voiture, multiplié par 80 sur 3,6 au carré, divisé par 2 fois la force de frottement, bien entendu, je n'ai plus ma valeur de force de frottement, est égale à combien? Je suis dans ma calculette. 7,6 10 puissance 3. Et donc, ici, on va avoir 1000 fois 80 sur 3,6 au carré. Là, on le divise par 2 fois. Alors, je vais prendre la réponse que j'avais utilisée de ma calculette. Et j'ai 33 mètres. On a l'air bête, hein, c'est exo, mais c'est vraiment un exercice essentiel qui résume vraiment l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique, le travail des forces, etc. C'est vraiment un exercice complet pour la mécanique énergétique. Voilà pourquoi je voulais absolument le faire et le faire au calme, bien, et c'est quelque chose de complet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce exo? Ça va? Et après, on va passer. C'est le même style. D'accord. Mais en fait, les exercices de mécanique énergétique, c'est toujours la même chose. Il faut bien le dire. Maintenant, il y a des petits changements sur la façon de calculer. Alors, j'attends que vous ayez noté. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice 23? Sinon, après, on passe au 25. Ralentir que les deux. C'est tout bon? Allez, je peux effacer le tableau? Pas en bas à droite. Ok. Le reste, c'est bon. Je suppose que c'est un... Un exercice 25, page 311. Alors,
Alors pareil, je vais essayer de faire un partage d'écran en espérant que ça marche. Pour qu'on analyse un petit peu l'énoncé. 24. Ah bon, poum, il est où? Il est là. Alors attention, partage d'écran, si ça déconnecte, comme d'hab, je me reconnais. Clac. Donc là, on est bon. Apparemment, ça marche. On n'a rien perdu. Ok. C'est bon, vous suivez, là, vous m'avez encore sur l'écran ou pas? Enfin, bah, vous avez mon écran d'ordinateur qui s'est affiché? Ok. Alors, le squeletton est un sport d'hiver qui se pratique sur une planche dans un couloir de glace en pente. Le sportif s'allonge sur son engin à plat ventre, la tête en avant et glisse sur la glace. Après avoir franchi la ligne d'arrivée à la vitesse VF, le système ralentit en montant une pente comme indiqué sur la figure suivante. Alors, elle est où la figure? J'ai la figure, non? Ah, elle est là. Ok, donc le squeletton, il descend, ligne d'arrivée, et puis après, pour le faire ralentir, on met une pente inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, et il va monter sur une certaine distance sur cette pente A. Je pense que le but de l'exercice, ça va être de calculer à quelle hauteur il monte. C'est un grand classique aussi de l'exercice de physique. Okay. La hauteur atteinte par le squeletton s'exprime sur la formule A, H est égal à A fois sinus alpha. Ça, on va faire un petit schéma. Ça, franchement, je ne vous l'aurais pas donné. Hein. Ça sera à vous de le retrouver. Et en appliquant le principe de conservation d'une énergie mécanique, montrer l'expression théorique de cette longueur parcourue par le squeletton sur la pente. Effectuer l'application numérique. Et puis après, en fait, on va trouver une certaine valeur qui sera plus grande que ce qui est vraiment à l'arrêt complet. Pourquoi? Parce que dans ce que l'on fait au début, on considère qu'il n'y a pas de frottement. Vu qu'on est sur la glace, on va considérer que les frottements sont négligeables. Malgré tout, dans cet exercice, les frottements sont négligés. Et en réalité, la longueur nécessaire, elle va être plus courte. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces de frottement qui s'appliquent. Ok, voilà pour cet énoncé. Je remets mes tableaux. Hop, partage. Ah, ça marche mieux qu'avant. Oui. Alors, petit expression de A, on va dire. Alors, je vais juste refaire un petit schéma quand même. On a un truc comme ça. Hop. Ça, c'est ce qu'ils appellent H. Et ça, c'est ce qu'ils appellent A. Et là, c'est notre angle alpha. Et donc voilà, moi pourquoi je vous dis que jamais je vous aurais donné cette formule? Parce que je considère que vous devez savoir comment relier H, alpha et A. Vous devez connaître vos règles de trigonométrie. Kasutora, d'accord? Donc là, vous connaissez par rapport à l'angle alpha le côté opposé, l'hypoténuse. Quel est entre le sinus, le cosinus et la tangente? Là, celui qui relie le côté opposé avec l'hypoténuse. Exactement. Donc, vous écrivez sinus alpha, c'est l'opposé H sur l'hypoténuse, qui vous permet de trouver que H est A sinus alpha. Voilà. Ça, c'est un truc pour moi, c'est du basique, il faut que vous maîtrisiez. C'est pour ça que jamais je vous aurais donné cette forme. D'accord, je vous le dis. Alors, petit 1, expression de A. Donc, nous, on recherche A, qui est égal à VF carré sur 2G sinus alpha.
Alors, pas facile. Comment vous allez faire? En appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique. Donc, on commence par ça. D'après le principe de conservation de l'énergie mécanique. Alors là, pourquoi justement on peut dire que l'énergie mécanique se conserve dans ce cas-là? Alors, je suis pas d'accord. Parce que quand même, le squeletton, il est en contact avec le sol, donc il y aura la réaction du support. La réaction du sol. Exactement, Quentin. C'est parce qu'on néglige les frottements. C'est bien précisé, on néglige les frottements. Comme on néglige les frottements, on peut dire que l'énergie mécanique se conserve. D'accord? Donc on peut noter. D'après le principe de conservation d'énergie mécanique, entre parenthèses, car les frottements sont négligés. Alors comment vous écrivez le principe de conservation d'énergie mécanique? Quelle est l'équation qui traduit justement cette conservation? EM égale EC plus EP, ça c'est la définition de l'énergie mécanique. Clémentine, en effet. Alors, delta EM égale EM, bof quoi. Voilà, je préfère alors. Delta EM est égal à 0. C'est ça. La variation d'énergie mécanique est nulle. C'est comme ça qu'on traduit le fait que l'énergie mécanique se conserve. Quelque chose qui se conserve, ça veut dire quelque chose qui ne varie pas. Donc la variation de la quantité désirée est nulle. Donc à partir de là, delta EM est égal à 0. Et donc, delta EM c'est entre O et I. On va considérer deux points sur le schéma. On va considérer le point A ici et le point B ici. Entre A et B, il n'y a pas de frottement. Donc, la variation d'énergie mécanique entre le point A et le point B doit être égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? C'est que EM au point B moins EM au point A est égal à 0, ce qui revient à dire que EM en B est égal à EM en A. On est en train de simplement dire que l'énergie mécanique en ce point est la même qu'en ce point. Et c'est maintenant qu'on va utiliser ce que vous m'avez dit tout à l'heure, on en avait parlé, Kenzo, que l'énergie mécanique, elle est définie par la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. C'est bon ou pas? Donc, en prenant l'origine des énergies potentielles. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. On va prendre l'origine des énergies potentielles ici, au niveau du plus bas. Mais on aurait très bien pu prendre ici en B. Ça aurait changé le calcul, mais le résultat aurait été le même. Au niveau le plus bas. Mais qu'est-ce qu'on peut écrire? ENB. ENB, ça va être donc l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle, il n'y a que de l'énergie potentielle de pesanteur, qui va être égale à l'énergie cinétique en A, plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. L'énergie cinétique en B, c'est 1 demi de M V carré. L'énergie potentielle en B, c'est M G, la hauteur H.
ça c'est égal à 1 demi de m VA carré, plus quoi? Que vaut l'énergie potentielle de pesanteur lorsqu'on est en A si on prend l'origine des énergies potentielles au niveau le plus bas? Exactement, 0. Et là j'insiste, hein, c'est vraiment 0 par l'énergie potentielle ici. Admettons, vous ne notez pas, d'accord, mais je vais le faire ici. Admettons, vous ne notez pas, d'accord, mais je vais le faire. J'aurais pris ma référence des énergies potentielles en B. Là, j'aurais eu 0 pour l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Est-ce que vous êtes d'accord? Quelle aurait été l'expression de l'énergie potentielle au point A? Exactement les mêmes. Là, j'aurais eu moins MGH. En fait, on vient ces deux équations, parce que le 0 qui était là, il vient ici. Le MGH qui est à gauche, bah, si je le fais passer à droite, ça devient moins MGH. Donc c'est exactement la même expression. Donc vous voyez, en fonction de là où vous prenez vos énergies potentielles, vous ne trouvez pas la même expression littérale, mais au final, le résultat que vous aurez trouvé sera exactement le même. Sauf si vous plantez dans l'expression. Et ça, c'est des petits pièges. Alors, peut-être pas en première, mais ce sera plutôt en terminale qu'on va jouer sur ces trucs-là. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur VB? Ça vaut quoi? Alors, que vaut VB? Exactement. Merci Nicolas. Ça vaut 0. Puisqu'on veut que le bonhomme il s'arrête. Donc ça veut dire que lorsqu'il arrive au point B, il a stoppé. Donc VB, c'est 0 mètres par seconde. Donc au final, ça c'est le direct. Et ce qu'on a, c'est qu'on a donc MGH est égal à 1 demi de M VA au carré. Or H, on a montré que c'était égal, enfin même il le donne, je crois. Ouais, H est égal à A sinus alpha. Or, H est égal à A sinus alpha. Ce qui vous permet d'écrire qu'on a M, G, A sinus alpha égale. Alors à la place de VA, oui, il l'appelle VF. On va prendre pareil. 1 demi de M VF carré. Ce qui permet d'écrire que notre inconnu c'est A. C'est M VF carré sur 2 MG sinus alpha. Et donc au final, on reprend ce qu'on nous a demandé, puisque les maths se simplifient, et il reste que A est égal à VF carré sur 2G sinus alpha. Donc en fait, la distance d'arrêt est indépendante de la masse du système. C'est vrai à partir du moment où on ne considère pas les frottements. Sauf que les frottements sont de plus en plus importants avec une masse plus importante. Donc c'est pour ça aussi que c'est une approximation qui est fausse, qui est erronée. C'est une bonne approximation, mais qui comporte des erreurs. Et qu'il va falloir améliorer en considérant les frottements à l'intérieur. C'est bien l'expression qui le dit, heureusement. Donc après, il nous demande de faire l'application numérique. Bon, on va faire dessus. Petit 2. Application numérique. Alors on a A.
Il arrive à combien de bonhomme? 108 km par heure. Donc 108. On n'oublie pas, divisé par 3,6, et c'est l'intégralité qu'on met au carré. Point de vue numérique, c'est là-dessus que vous allez vous planter, je vous connais. Je n'ai pas encore fait le quiz là-dessus, mais on en fera un peu. 9,8. Sinus de à Hollande, c'est combien? 3 degrés. Là aussi, vérifiez que votre calculette est en degrés et qu'elle n'est pas en radians, sinon ça rentre. Alors, 100 en 1. Parenthèse, 108 divisé par 3,6, tout au carré. Je divise ça par 2 fois 9,8 fois sinus de 3. Je pense que je suis en radian. C'est pas possible. Alors, mode. Et ouais, j'étais en radian. Là, voilà, ça m'en prendra. Donc, on se le refait. Divisé par 2 fois 9,8 fois sinus de 3,2. Ouais, c'est mieux. Deux chiffres significatifs. 8,8 puissance 2. 880 mètres, on va s'arrêter. C'est quand même énorme. Je pense que si vous avez déjà fait de la luge ou des choses comme ça, vous voyez quand même que les frottements sont importants. Pourquoi? Parce que quand la neige est pas damnée, ben, il y a plus de frottements. Alors, en réalité, la longueur nécessaire à l'arrêt complet du squeletton est 70 mètres. Donc, on passe plus d'un facteur 10. Pourquoi? Parce que justement, il y a des forces de frottement. Et donc, il va falloir calculer quelle est la valeur des forces de frottement. Est-ce que je peux effacer à droite? Calcul la valeur de la force. Alors, en fait, on va réutiliser le théorème de l'énergie mécanique, mais non pas de sa conservation. Alors, en fait, le système n'est pas conservatif. Il n'est pas conservatif. Donc, au lieu d'écrire que la variation d'énergie mécanique est égale à 0, elle est égale au travail des forces non conservatives, c'est-à-dire les forces de frottement. C'est ça. En fait, on a tout. On a donc bien un demi. Pardon. On va pouvoir écrire toute notre équation. On a donc delta EM, c'est EM en B moins EM en A. Travail de la force de frottement. C'est comme tout à l'heure. Ça va être F scalaire AB. Donc EM en B, c'est-à-dire un demi de M VB carré, plus M G H, moins un demi de M VA carré, moins 0, est égal à quoi?
AB. Donc, si on refait un schéma, on est sur cette distance. A est là, B est là. Mon squeletton est ici. La force de frottement est là. Donc, que vaut le travail de la force de frottement? Comment vous pouvez l'écrire? C'est F scalaire AB. Alors attention, variation d'énergie mécanique, simplement le travail de la force de frottement. Le travail de frottement, de la force de frottement, c'est F scalaire AB. F est dirigé de façon opposée à AB, donc tout ce qu'on a écrit, c'est moins F fois la distance de AB, tout ce qu'on a appelé A. Oui ou non? Pourquoi moins F? Je le refais. C'est exactement l'exercice d'avant. Tu as cette distance ici, qu'on a A. AB est dirigé vers le haut gauche, si tu veux. Et F est opposé. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a bien AB qui est dans ce sens, et F qui est dans l'autre sens. Donc l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. Donc si tu fais F scalaire AB, tu as la valeur de F fois la valeur de AB fois cosinus de 180. Cosinus de 180, c'est égal à moins 1. Non, on le détaille. On peut l'écrire comme ça, ce sera même plus clair. Vous dites que c'est F fois A fois cosinus de 180 degrés. Et ce cosinus de 180, c'est moins 1. Vous pouvez l'écrire comme ça. Ça vous fait une carte en plus. Ok. On a dit qu'en VD, ça, c'était nul. Donc je me retrouve avec une équation, c'est du M, G, H. À la place de H, c'est A, c'est alpha. Hein. Moins 1,5 de M à la place de VA, c'est VF, qui doit faire, c'est égal à moins A. Voilà ce qu'on a. Et on y va. Le but étant de calculer F. Donc ça nous fait F est égal à tout ce qui est en moins se transforme. Donc je change de signe et je divise tout par A. Donc je vais avoir M VF carré sur 2A moins M G sinus alpha. Et on peut factoriser par M. C'est M facteur de VF carré sur 2A moins G sinus alpha. On n'a plus qu'à faire notre application numérique. Alors le bonhomme il pèse combien? 100 kg avec son équipement. Donc ça je laisse 100. VF, on a dit qu'il allait à 108 km/h, donc ça nous fait du 108 divisé par 3,6 le au carré sur 2 fois la distance d'arrêt réelle qui est de 70 mètres. Moins G à 9,8 fois sinus de 3 degrés. On prend la calculette. Alors, ça fait 100 fois 108 divisé par
virgule. Voilà l'expression de la valeur de force de frottement. 580 newtons, c'est cohérent pour une force de frottement. Alors ça aussi, vous n'avez pas encore une notion de valeur, de repère en fait de ce qu'est la valeur d'une force de frottement. Mais voilà, ça ce sont des forces typiques, quelques centaines de newtons pour un homme. C'est sûr que si on regardait pour un bateau dans l'eau, ce serait plus important. Mais ce sont des notions que vous devez acquérir au fur et à mesure. C'est comme si je vous demandais la masse d'une pomme, la masse d'un homme. Une pomme, vous allez me dire, allez, quelques grammes, quelques centaines de grammes. Alors que si je vous demande la masse d'un homme, vous allez me dire, allez, plutôt 60-70 kilos. Mais pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de manipuler ces objets. On a fait la même chose, il va falloir prendre ces petites habitudes. Voilà pour cet exercice 25. Après, j'avais prévu le 28. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice 25? Et on fera encore le 28 et on s'arrêtera là, je pense, pour aujourd'hui, puisqu'après il restera encore 5 exercices. Alors, je vous ai dit que ce chapitre veut vraiment faire beaucoup d'exos. Parce que je sais que c'est un chapitre qui vous pose des soucis. C'est tout bon? Ah, comme d'hab. Alors ça va pas s'ouvrir mon truc, tant pis. Ok. Je peux effacer le tableau? Ok. Je vais chercher en même temps l'exercice. Ça marche plus. Ah, ça y est. De façon à refaire un partage d'écran. Ok, alors exercice 28, page 312, je marque juste le titre. Donc, après un lancer, lorsque la balle atterrit à proximité du trou, la joueuse doit réaliser un put consistant à taper la balle avec le club de golf, la faisant rouler sur le green jusqu'au trou. Lors de son mouvement rectiligne jusqu'au trou, la balle, assignée à un point matériel de masse 46 grammes, est soumise à une force de frottement constante
de valeur 50 millinewtons et parcourt 2,5 mètres. Faire un bilan des forces s'appliquant sur la balle lors de son mouvement et les représenter sur un schéma. L'énergie mécanique, est-ce qu'elle est conservée? En déduire la valeur de travail de chaque force. En supposant que la balle soit initialement frappée à 4 mètres par seconde, calculer la valeur du self-test lorsqu'elle atteint le mètre. Du classique. D'accord? Je vais chercher quelque chose. Alors, j'arrête le partage. Et on reprend. Donc la première question qu'on vous pose, c'est faire le bilan des forces. Donc petit 1, bilan des forces. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système? À vous. Système balle de golf. Frottement, poids, RL. Parfait, Clémentine. Alors, on peut les faire en poids. C, vertical, vers le bas, C égale mg. Ensuite, la réaction du sol. RL. Vertical. Perpendiculaire au sol. Valeur RL. Et enfin, les frottements. F. Horizontal. Parallèle au sol. Je vais passer pareil, parallèle au sol. Opposé au mouvement. Et de valeur F. Donc si on fait un schéma, en balle de golf, et là, on considère qu'elle se déplace vers la droite. Donc, on a le poids de la balle, la réaction du support, RN. Là, on va mettre le sens du mouvement. Et pour finir, il faut une couleur en vert, je ne sais pas si vous allez voir, c'est une force de frottement. D'accord. Voilà pour le schéma. Donc voilà, on a fait le schéma, notre bilan des forces, tout va bien. L'énergie mécanique de la balle se conserve-t-elle? Conservation de l'énergie mécanique. Alors, oui ou non? Voilà, très bien. Non, je n'avais pas dit en fait. Je crois qu'on va faire la même question. Pardon. Donc, est-ce que l'énergie mécanique se conserve? Non, pourquoi? Exactement, il y a des frottements. La balle étant soumise à des frottements, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Non. Donc, pas de calcul, hein, simplement vraiment la compréhension.
petite force. On déduit la valeur du travail de chaque force. Super simple. Travail des forces. Alors, comment on peut le faire? WAB du poids direct égale quoi? Là, ah oui, enfin, oui, mais non. 0, exactement. Le déplacement est horizontal, le poids est vertical, donc directement 0. Car B perpendiculaire à B dans ce cas. Travail de la réaction du support. Pareil, 0. Car la réaction est perpendiculaire au déplacement. Et il nous reste WAB, la force de frottement. Là, c'est un peu plus dur. C'est égal à quoi? F carré AB. C'est-à-dire, comme le mouvement est vers la droite, la force de frottement est à gauche, ça nous fait F fois, ils ont appris D, ils ont appris comment la distance. Ils n'ont pas appris, donc on va laisser AB. F fois AB fois cosinus de 180 degrés. Soit WAB de F égale moins FAB. Donc vous avez tout ça. Voilà les travaux des trois forces. On va la calculer quand même. Puisque les valeurs sont données. Alors, moins F. F c'était 50 millinewtons. Moins 50, 10 moins 3. Et la distance avec le trou est de 2,5 mètres. Calculons. Moins 1,3 10 moins 1. Je ne suis pas trompé. 50 millionnes. 50. Moins 50. J'arrive pas. 10 moins 3. Non, c'est ça. Moins 3, 10 moins 1. Ah non, c'est un travail. C'est gars, c'est une. Le travail d'une force, c'est en joules. La valeur d'une force est en newton. Mais pas le travail correspond à une énergie. Pas grave. Comme tu ne fais pas le ça le jour l'an prochain avec forces fatidiques, ça me va. Je préfère que tu fasses ça maintenant. Mais ça me donne une idée pour de questions de quiz. Quelle est l'unité du travail d'une force? Et je mettrai Newton dedans, en proposition. Est-ce que c'est bon pour ça? Alors, dernière question. Et on s'arrêtera là, on aura fait pas mal de jours. Ça nous en restera 4. Tranquille. En supposant que la balle soit initialement frappée avec une vitesse de 4 mètres par seconde, calculez la valeur de sa vitesse lorsqu'elle atteint le trou. Donc là,
on vous demande de trouver quelle est la vitesse finale juste avant qu'elle tombe dans le trou. Puisque c'est vrai que quand elle est dans le trou, sa vitesse sera nulle. Donc c'est juste avant qu'elle tombe dans le trou. On vient de calculer le travail de la force de frottement, qui est donc la force non conservative qui s'applique sur notre système. On sait que l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives, c'est-à-dire ici au travail de la force de frottement. Donc en exprimant la variation d'énergie mécanique, on va pouvoir sûrement retrouver la vitesse de la balle. À n'importe quel instant. C'est ce qu'on va faire. Donc c'est petit 4. Vitesse de la balle. Donc on va faire une expression littérale. On va faire là-dessus. Delta EM est égal à WAD des forces non conservatives, c'est-à-dire la force de frottement. D'accord? À quoi est égal ce delta EM? C'est simple, ça va être l'énergie cinétique du point B plus l'énergie potentielle de pesanteur point B moins l'énergie cinétique du point A moins l'énergie potentielle de pesanteur du point A. Et ça devrait être égal à WAB de F. Petite question. Le mouvement étant horizontal, sur un terrain de golf, c'est plat, on est sur le put, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les énergies potentielles en A et en B? Non, pas delta E, c'est delta E. Exactement. Alors, c'est pas que c'est nul, faites gaffe. Parce que c'est toujours la même chose. Tout dépend de là où je vais prendre la référence des énergies potentielles. Mais là, d'un côté, je n'ai même pas besoin de le signaler. C'est vrai que si vous preniez l'origine de vos potentiels au niveau du sol, c'est-à-dire là où se situe la balle, l'énergie potentielle de pesanteur sera nulle. Mais si un professeur de physique un peu complètement timbré vous demande de prendre l'origine des potentiels au niveau du centre de la Lune, son énergie potentielle de la balle, elle ne sera pas nulle. Mais par contre, qu'est-ce que vous pouvez dire sur EPPB et EPPA, même si je prends l'origine de mes potentiels de pesanteur au niveau du centre de la Lune? Très bien, Alice, elles ont la même valeur. D'accord? Parce que la distance qui sépare le centre de la Lune du point A ou du point B, c'est la même. Donc au final, or, EPPA égale EPPB, car mouvement horizontal. Allez, donc ça c'est normal, c'est des réflexes que vous ne pouvez pas encore avoir. Mais juste je vous demande de le comprendre. Et me dire directement que c'est égal à 0, et alors c'est vrai, le jour du bac, des E3C, etc., ils vous prendront des origines de potentiel au niveau du sol, ça va vous simplifier les trucs. Mais moi, je veux vous pousser un peu plus loin, faire réfléchir à ce genre de choses. Et je sais que vous en êtes tout à fait capable. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça et ça à dire, puisque PPD moins PPA, ça va être égal à 0. Donc, il nous reste le ECD, 1 demi de MV au carré, on cherche, moins 1 demi de M vitesse initiale au carré, est égal au travail de la force de frottement. Donc, là, on peut factoriser par V, par 1 demi de M. Ça fait 1 demi de M V carré moins V carré égale W à B de F en M. Le but étant de trouver la vitesse de la balle. Donc, ça que je cherche. Donc le
F sur 2, je fais passer de l'autre côté. J'ai donc V au carré moins VI au carré égale 2W AB de F sur la masse de la balle. Donc au final, V au carré, c'est VI carré plus 2W AB de F sur M, c'est-à-dire que V est égal à la racine carrée de tout ce truc. Voilà qui commence à faire des belles équations de physique. Alors juste un petit truc. Normalement, comme il y a des frottements, la vitesse de la balle, juste avant qu'elle tombe dans le trou, elle doit être comment par rapport à la vitesse de la balle en tape de dos? Plus grande ou plus petite? Exactement. Sauf que notre équation, là, c'est pas ce qu'elle dit. Enfin, c'est pas ce qu'elle semble dire. Parce que, on va prendre l'expression au-dessus. J'ajoute à la vitesse initiale quelque chose. Donc si j'ajoute quelque chose, normalement, ça va devenir plus grand. Et pourquoi c'est pas le cas? Pourquoi au final cette équation, elle est correcte? Non, la racine ne change rien. Puisque tu prends la racine d'un nombre, c'est une fonction croissante, ça ne change rien. Quel est le signe de WRI? Une force de frottement. Quel est le signe du travail d'une force de frottement? Pas non plus la masse esthétique. Mais c'est pas mal quand même. Voilà. Le travail des forces de frottement étant négatif, en fait, cette quantité en entier est négative. Donc vous ajoutez à la vitesse une quantité négative. Donc en fait, vous retranchez quelque chose. Donc forcément, la vitesse sera plus petite que la vitesse initiale, même si dans l'expression mathématique, il y a un plus. Et c'est ça maintenant aussi que j'aimerais que vous commenciez à comprendre. C'est pas parce que vous avez quelque chose, que vous additionnez des choses, que forcément le résultat va augmenter. Vous pouvez additionner des choses qui sont négatives. Le travail d'une force de frottement. Est-ce que ça devient clair? Et je vous dis, hein, si vous commencez vraiment à raisonner comme ça, et c'est ce que je voyais qui commençait à balbutier en fait avant le confinement, je vous dis, hein, en terminale, à péter. Et je compte qu'on aille vachement loin en terminale. Alors, on fait notre application numérique et on s'arrêtera là. V va être égal à la racine carrée. Donc VI au carré, ça commence à combien ce truc-là? 4 mètres par seconde. Donc 4,0 au carré, plus 2 fois, on avait calculé une moins 1,3 10 moins 1. Et la masse de la balle de golf, elle vaut 46 grammes. Et là, faites gaffe à mettre en kilogrammes, sinon le résultat est faux. Alors on fait la racine carrée de 4 au carré, plus 2 fois la réponse que j'avais avant, divisé par 46, 3. Je trouve 3,3. Donc, elle a bien ralenti. Et c'est le but. Voyons pour aujourd'hui. Donc, ouais, là on a fait pas mal, on a fait des bons exos, on est bien dedans. On terminera les exos lundi, d'accord.
J'essaierai de voir le TP et on va pouvoir essayer d'attaquer le dernier chapitre. Ou alors, je regarderai le TP de la page 300 que vous avez dit avec votre smartphone. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de le faire, qui ont attaché leur smartphone à un pendule? Ah, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, hein, je vous le dis de suite, c'est bon. Ça permet de faire des magies, tout bêtement. Perso, j'ai pas tenté non plus. Alors, essaye, mais casse pas ton téléphone non plus, hein, je veux pas être responsable. On pourra voir, peut-être qu'on le fera en direct, je sais, on va voir ce qu'on fait. Alors, je sais plus, est-ce qu'il y avait du Python dedans dans le TP? Enfin, seulement que je vous trouve des activités à faire en Python. Non, il n'y en avait pas. Donc, pour le faire. Enfin, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'arrête l'enregistrement.